Alors du coup, en tant que fédération régionale des acteurs en promotion de la santé, en tant que président de cette fédération, peut-être juste un élément historique pour expliquer en fait la structuration de cette fédération, puisque nous sommes aux 20 ans de la FRAPS. Et donc la FRAPS, elle a été créée à l'initiative des acteurs de la promotion de la santé et de la prévention à l'époque, avec le soutien des pouvoirs publics. Et à l'époque, c'était un organisme qui a disparu, la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Et l'idée, c'était de mettre en réseau les acteurs, ce qui explique que la FRAP soit une fédération en région Centre-Val de Loire, avec plus de 60 organisations qui sont membres de cette fédération et qu'ils œuvrent tous, en principe, et en réalité aussi, en faveur du développement de la promotion de la santé et de la prévention. En tant que représentant de l'Université de Tours, au sein de la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé Centre-Val de Loire, l'université a des missions de recherche et d'enseignement. Et la promotion de la santé est bien sûr un enjeu important qui est porté par différentes équipes universitaires, différents enseignants-chercheurs, mais qui irrigue de nombreuses disciplines et de nombreux laboratoires, départements et unités de recherche. Santé, nutrition, diabète, c'est un ancien réseau de santé qui, comme son nom l'indiquait, avait un lien avec la nutrition et le diabète et qui, depuis 2019, a été cofondateur de Santé Escale 41 et qui participe à la gouvernance de Santé Escale 41. Moi, je suis le responsable au niveau de la structure comité régional addiction alcool vie libre qui regroupe donc les 18 structures des 6 départements de la région Centre. On va mettre les choses clairement, j'ai commencé comme tous les copains à vie libre, c'est-à-dire à souffrir d'addiction, aller en soins. Une fois soigné, après je rencontrais le processus et j'ai fait pratiquement tous les postes, c'est-à-dire trésorier adjoint de section, responsable départemental, responsable régional. Et là, je suis délégué national pour la région, membre du conseil d'administration vie libre et membre du bureau. Et chez nous, tous les gens, quels que soient les postes qu'ils occupent, rencontrent des malades. Le jour où ils ne rencontrent plus de malades, ça veut dire qu'ils n'ont plus rien à faire dans le mouvement. Oui, moi je suis Marie-France Berthier, je suis retraitée de l'assurance maladie. J'ai été pendant 13 ans présidente du CODES 36, devenu Antenne. Hervé Stipetti, je suis le directeur des services et établissements pour Addiction France dans l'Indre. Nous gérons notre cœur de métier, la prise en charge et la prévention des addictions, avec un centre de soins, qui est le centre de soins et d'accompagnement prévention en addicto, un dispositif de réduction des risques, le CARUD, pour les usagers de drogue, une équipe mobile santé-précarité, un pôle prévention, accompagnement et soutien à la parentalité à travers une maison des ados, un service de prévention et de formation en addicto, un service de prévention et de formation en santé sexuelle, et un service de médiation familiale et un service espace rencontre. Hervé Stipetti, je suis le directeur des services et établissements pour Addiction France dans l'Indre. Nous gérons notre cœur de métier, la prise en charge et la prévention des addictions, avec un centre de soins, qui est le centre de soins et d'accompagnement prévention en addicto, un dispositif de réduction des risques, le CARUD, pour les usagers de drogue, une équipe mobile santé-précarité, et un pôle prévention, accompagnement et soutien à la parentalité à travers une maison des ados, un service de prévention et de formation en addicto, un service de prévention et de formation en santé sexuelle, et un service de médiation familiale et un service espace rencontre. J'ai fait du bénévolat, mais je voulais faire de l'humanitaire. Voilà, j'ai fait un peu d'humanitaire. Je suis partie faire de la prévention d'ailleurs, au Togo, au Mali, etc. Quand j'ai été rattrapée par une hépatite C post-transfusionnelle, j'ai créé SOS Hépatite dans la région Centre-Val de Loire en 2004. Bien sûr, j'ai présidé cette association et je suis toujours dans cette association et j'en ai été présidente jusqu'en 2016, date à laquelle l'association régionale de SOS Hépatite a dû fermer parce qu'il y avait d'autres associations qui, si vous voulez, traitaient aussi du problème des hépatites, dont Epsilo, et que je pense qu'il faut coordonner aussi toutes les associations. Au sein de l'Université de Tours, dont je suis le représentant, au sein de la FRAPS, la promotion de la santé, elle est bien sûr particulièrement présente dans la dimension santé de l'Université de Tours, ou au sens large, à la fois sanitaire, médico-social et social. Et la promotion de la santé renvoie de façon assez systématique pour les collègues qui sont au sein de cette université sur la possibilité de travailler ensemble, la capacité
capacité à agir et à renforcer, en tout cas pour la partie enseignement, les compétences des futurs professionnels de santé dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé. Et puis dans le cadre de la recherche, c'est pouvoir contribuer à identifier des données qui soient scientifiquement établies en termes d'action de prévention et de promotion de la santé. Elle participe au portage de la maison de sport santé du 41 et aussi à l'éducation thérapeutique des patients dans le cadre de plusieurs maladies chroniques. Alors, depuis 1953, Bilibre, maintenant Addiction Alcool Bilibre, a fait ce qu'on appelle la promotion du buveur guéri. C'est-à-dire qu'une fois passé le cap de la guérison et de ne plus avoir besoin du produit pour vivre, et vivre bien, on a une qualité de vie intéressante, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se forme en interne avec nous. Nous sommes aussi organismes de formation référencés et on se forme avec beaucoup de gens. Donc votre serviteur est allé passer un DU d'addictologie, d'autres copains ont passé des DU de santé publique et autres. On a un exemple flagrant d'un collègue de chez nous qui était représentant en vin. On est dans le pays, il venait de Sancerre. Son grand-père était viticulteur, son père viticulteur, et lui a abandonné la viticulture pour se reconvertir en infirmier de bloc. Donc voilà le type de comment on voit la promotion de la santé et comment on œuvre avec tous les gens qui sont autour de la promotion de la santé. Sous réserve qu'ils veuillent aller dans le même sens que nous, c'est-à-dire que le malade ne soit pas sous tutelle, que le malade, une fois ayant retrouvé un état de santé satisfaisant, soit son acteur lui-même de sa propre santé, sans injonction, sans contrainte, qu'il soit absolument libre de pouvoir décider l'orientation qu'il va donner. Et nous, en fonction, nous allons indiquer des centres de soins, des thérapies, et on va se tenir au courant de tout ce qui est les nouvelles thérapies qui viennent sur l'addictologie et sur les addictions en général, puisqu'on est aussi membre de la Fédération Addiction et de la Société française d'alcoolologie. Ah ben la PPS, elle est omniprésente, hein. C'est elle qui fixe les grands objectifs de travail de cette petite unité. La promotion de la santé dans nos structures est systématique, transversale, permanente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille dans l'accès aux soins, dans la réduction des risques, la promotion de la santé en fait fait partie de l'ADN de n'importe quelle action et de l'ensemble de nos projets. Tout à la fois dans le cadre de la prise en charge de la prévention et de la réduction des risques en addicto, en santé sexuelle, mais aussi dans l'accompagnement et le soutien à la parentalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il n'y a pas cette porosité dans nos modalités d'action, en intégrant la promotion de la santé davantage comme une posture permanente plus qu'une technique, nos métiers n'ont plus de sens. Donc c'est bien cet accompagnement-là et ce soutien-là dans le cadre de l'accès à minima aux politiques publiques de promotion de la santé. Nous avons beaucoup travaillé sur la prévention de l'hépatite C, tout ce qui pouvait permettre aux gens de se faire dépister. Eh bien, c'était toujours, on disait, c'est tous ceux qui se shootent, qui se droguent, qui se piquent, qui se passent les seringues. Et donc, c'était quelque chose qui existait, ça fait 20 ans, 21 ans de ce que je vous parle. Et à cette époque-là, c'était pas toujours facile d'évoquer justement et d'encourager des personnes à aller se faire dépister, puisqu'on avait la possibilité de dépister, donc de faire de la prévention et de pouvoir agir rapidement si on détectait que le virus de l'hépatite C était présent. Et aujourd'hui, quand on voit qu'avec ce nouveau traitement, ce Fosbuvir, les gens peuvent éradiquer, etc. Et puis surtout, on s'est beaucoup battu, c'est pour les tests rapides, les TROD. Et donc ça, c'est vraiment de la prévention. Alors au quotidien, en tant que présidente de la FRAPS, il y a plusieurs freins possibles, en tout cas qui sont assez anciens, mais qui restent malheureusement toujours d'actualité. Il y a un premier frein qui est que, quelque part, les moyens qui sont donnés à la prévention et à la promotion de la santé, ce sont des moyens pour des gains futurs. Moi qui suis médecin de santé publique, dans le champ médical, souvent quand on met de l'argent dans les soins, c'est pour avoir un retour sur investissement immédiat. Donc c'est pour pouvoir guérir ou en tout cas pour sauver les vies des personnes qui sont concernées. Donc il y a cette distorsion entre le court terme et le long terme qui rend difficile le fait de maintenir des financements pérennes au cours du temps. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est d'amener les acteurs à bien identifier
qu'il y a à la fois des enjeux qui sont individuels sur la prévention et sur la promotion de la santé, c'est-à-dire il y a effectivement pour les personnes, les individus, un challenge à acquérir des comportements qui soient favorables à la santé, s'ils le souhaitent. Mais à côté de cette demande de responsabilité personnelle, il y a une responsabilité collective et des enjeux pour favoriser des environnements favorables à la santé et qui sont plutôt entre les mains d'autorités publiques, voire privées, et qu'il faut pouvoir concilier l'un et l'autre et que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, enjeux individuels et enjeux collectifs doivent pouvoir avancer ensemble dans la prévention et la promotion de la santé. En d'autres termes, 5 fruits, 5 légumes par jour, c'est bien. Encore faut-il avoir à disposition les 5 fruits et 5 légumes dans le circuit de l'agroalimentaire. Eh bien, les freins font qu'effectivement, il faudrait que sur le plan politique, la PPS soit reconnue comme étant un des enjeux essentiels de notre société, que ce soit au niveau sociétal, environnemental, dans tous les champs des déterminants de santé, il est important, et c'est extrêmement important. Donc du coup, la PPS est partout, je dirais. D'abord, les freins de la finance, puisqu'on est tous bénévoles. Donc on se déplace tous avec nos véhicules personnels. Donc ça coûte du gasoil, de l'entretien des véhicules. Les freins pour les loyers, les freins pour les frais d'imprimerie. Ça, c'est du frein matériel. Mais malheureusement, on ne vit pas dans une société où nous, on peut se permettre. On est un mouvement populaire. Donc beaucoup de gens ont des retraites modestes. Et les gens de chez nous qui sont au travail n'ont pas des salaires faramineux. Donc si en plus, on ne peut pas leur payer le gasoil, ils sont obligés de mettre la main à la poche pour aller voir des malades, il y a quelque chose qui ne marche plus. L'autre frein, ça serait certaines personnes qui auraient tendance à penser qu'on ne fait pas partie, on va dire, du personnel soignant, alors que les gens qui nous connaissent savent qu'on est des soignants exerçant à titre bénévole. Parmi nous, dans certaines structures et certaines sections, je parle de ce que je connais bien, puisque je suis rattaché à Saint-Amand, on a une psychiatre, 3 médecins généralistes, dans d'autres sections, le professeur de médecine, psychologue, et ça nous fait énormément plaisir. Et tous ces gens-là sont là à titre bénévole. Donc il faut quand même avoir un minimum de subventions. Et la crédibilité qui, de façade, est admise. Et certains soignants ont encore du mal à dire « allez voir l'association Addiction Alcool Vie Libre » ou ont du mal à nous appeler, puisqu'on demande des choses qui les dépassent a priori, c'est-à-dire de nous dire voilà, j'ai telle ou telle personne, allez la voir. Ce qui me paraît évident, quand quelqu'un est en train de se noyer, si on sait nager, on saute à l'eau, on va le chercher, après on prévient les secours. Tandis que là, on le regarde boire, ça fait 10 ans qu'il est suivi par le même généraliste, ça fait 10 ans qu'il est suivi par le même psychologue. On a eu des messieurs qui ont fait 17 cures en addictologie, dans des services psychiatriques, et jamais personne nous a dit voilà, vous pouvez aller voir tel ou tel malade. Les freins rencontrés, c'est la capacité des acteurs à pouvoir porter avec nous la mise en place de programmes qui seraient chronophages, lourds, trop impliquants et parfois peu adaptés à leur réalité et à leur environnement et à leur spécificité. Et freins que nous rencontrons parfois, c'est en fonction des thématiques, c'est-à-dire que la question de la santé sexuelle ne va pas toujours de soi intellectuellement. Les freins que nous rencontrons, c'est comme tous les acteurs de la promotion de la santé, c'est que nous sommes au milieu en tant que réceptacle pour la mise en œuvre et la mise en musique des politiques publiques de santé publique et de promotion de la santé. Et l'autre interface, c'est la capacité des partenaires à pouvoir les mettre en œuvre avec nous au sein de leurs établissements, dans leurs espaces et leurs territoires. Et donc nous sommes au milieu à la fois de la commande publique et de la capacité des partenaires à pouvoir mettre en œuvre les programmes de santé publique ou de promotion de la santé. Donc c'est en ce sens que nous appuyons l'idée de spécificité territoriale, nous appuyons l'idée de besoin de co-construction de manière à travailler au plus près des besoins spécifiques du milieu rural, néo-rural, semi-rural, urbain, quartier prioritaire de la ville et qu'il n'y ait pas systématiquement une logique de modélisation. Peut-être en ce sens-là que nous rencontrons des freins. En tant que président de la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé, les évolutions que je peux constater, c'est notamment l'acquisition de données scientifiques sur l'efficacité des interventions de la prévention et de la promotion de la santé. Donc on a de plus en plus de données qui indiquent l'efficacité des actions de promotion de la santé, mais aussi leur efficience et leur retour sur investissement pour la collectivité.
Et dans un moment où les tensions budgétaires et financières sont particulièrement importantes, cette dimension de données scientifiques présente dorénavant dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé, c'est un atout, ça devrait être un atout dans la prise de décision des autorités publiques. Dans le champ de la PPS, l'évolution, c'est l'évolution du nombre d'acteurs, puisque ne serait-ce qu'au sein de la FRAPS, le nombre d'adhérents a augmenté ces dernières années. Ça, c'est relativement important. Maintenant, peut-être qu'il faudrait un petit peu plus que nos politiques prennent conscience de l'importance de la PPS. Une ouverture d'esprit, on va dire une ouverture d'esprit dans le sens où les personnes soignantes ou qui sont dans le soin acceptent plus volontiers de laisser le malade s'exprimer sans imposer, on va dire, une norme, un cadre, quelque chose qui est carré dans lequel on ne pourrait pas sortir. C'est-à-dire qu'on est dans le stade où on avance. On avance, on a laissé le malade ou la personne qui a envie de s'informer, s'exprimer et aller très loin. C'est-à-dire que dans le domaine de la prévention, on est sur des choses qui sont de l'innovation et qui permettent d'avoir ce qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire ces fameux barrages, on en parlait un petit peu tout à l'heure, du mandarinat, de ceux qui ont le savoir. Alors maintenant, on est arrivé à un terme qui ne me déplaît pas forcément, qui est un peu redondant, qui est le savoir expérientiel. On a trouvé un mot, nous, à Villers, dans la région centre, qui s'appelle la praxéologie. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une théorie, une méthodologie, et essayer de mettre en pratique cette méthodologie, nous, on parle de l'inverse. On parle de la pratique, de ce qui a marché, de ce qui est pratique, et comment on peut en faire, peut-être, je dis bien peut-être, une méthodologie, mais pas ni une idéologie, ni un cadre restreint. La PPS, ce que j'appelais moi la prévention lorsque j'étais à la caisse primaire d'assurance maladie, comportait surtout des actions de terrain à mener, notamment la prévention des accidents de la vie courante pour combattre les 18 000 morts par an qu'il y avait à l'époque. Ensuite, la prévention du suicide, puisque nous étions un département très mal placé sur le taux de suicide, donc avec des informations, des formations, des conférences. J'étais formateur en gestion et repérage de la crise suicidaire pendant tout ce temps. Ensuite, il y a eu tout un travail avec les associations qui traitent des addictions notamment, et puis il y a eu un travail aussi avec ce qui concerne la prévention du cancer, mise en place à l'époque des CREDEP. Et puis il y avait quelque chose qui était préoccupant et qui se rattache à 5 fruits et légumes par jour, c'est la prévention relative à la nutrition, dans l'objectif de la prévention du diabète notamment et de l'obésité, et nous avions créé sur ce département un groupe qui s'appelait Diète 36. Quand nous avons commencé la PPS, que ce soit dans l'assurance maladie ou que ce soit au sein des structures liées à la FRAPS, on était surtout sur des actions de terrain. Des actions de terrain auprès des populations avec d'autres associations. Les choses ont évolué et on est plus maintenant sur le volet formation. Formation de professionnels qui eux-mêmes pourront distiller les informations aux usagers. Plusieurs évolutions, des portes d'entrée de moins en moins thématiques, en axant davantage les choses sur les compétences psychosociales à travers leur développement et leur renforcement. Des évolutions structurelles aussi actuellement avec l'émergence des programmes probants. La bonne nouvelle étant que cela a permis de professionnaliser le métier. Ça a permis d'indiquer aussi des modalités d'évaluation. La science s'étant emparée à un moment donné d'indicateurs dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé. Le revers de la médaille en termes d'évolution étant que les intervenants peuvent de moins en moins s'adapter aux spécificités de l'environnement, aux spécificités des territoires, aux spécificités des publics, au profit d'une forme de modélisation des interventions. À l'heure actuelle, cela nécessite des capacités d'intervention qui devraient être accrues, et c'est ça la vraie évolution, que si nous souhaitions pouvoir étendre la mise en place de programmes probants à l'ensemble des territoires où des besoins sont repérés, cela nécessiterait des moyens bien supérieurs. Le risque, c'est que, étant plus chronophages, ces programmes-là ne permettent pas efficacement de lutter contre les inégalités sociales et territoriales en santé.
Dernièrement, la Frappe a fait une affiche sur la vaccination, mais de s'associer, si vous voulez, à tous ceux qui sont sur une thématique qui peut justement toucher un grand public. Parce que quand on parle de vaccination, c'est de l'enfance jusqu'à la personne âgée. Quand je vois aujourd'hui les taux de vaccination, notamment, ne prenons que la grippe des personnes âgées, et que tous les hivers, vous avez un nombre important de personnes dites âgées qui meurent de la grippe, que peut-être si elles s'étaient vaccinées, etc. Vous avez maintenant le vaccin contre le zona, vous avez, et des choses qui peuvent toucher là beaucoup de public, parce qu'on va de l'enfance à la personne âgée. Et je trouve que la prévention et la promotion de la santé, c'est à tous les âges de la vie, et même avant, puisque maintenant on parle des 1000 jours en maternité, et donc ça, c'est fondamental, et la prévention doit commencer dès cet instant, je dirais. Toutes les méthodes de prévention, on travaille beaucoup avec les chercheurs, on est maintenant aussi dans la recherche, et on travaille beaucoup avec eux sur ces possibilités, et qu'il est intéressant maintenant d'intégrer les patients dans la recherche. Les défis que la FRAPS et la prévention et la promotion de la santé doivent pouvoir affronter à l'avenir sont des défis qui sont importants, puisque avec d'autres, nous partageons l'idée que le maintien du système de santé et de soins en France dépend en partie des efforts que nous allons faire sur la promotion de la santé et sur la prévention. Sinon, nous aurons une explosion des maladies chroniques qui est déjà bien entamée, mais qui serait encore plus importante pour le système de soins, notamment dans l'avenir, s'il n'y avait pas cette dimension prévention et promotion de la santé. Donc ça, c'est un enjeu important, un défi en tout cas à relever, de faire en sorte que les ressources soient là pour la prévention et la promotion de la santé. Un deuxième défi, qui est plutôt un défi à la fois citoyen et politique, c'est que l'on voit bien qu'il y a du côté d'intérêts commerciaux des enjeux importants en termes économiques, mais qui sont contradictoires avec des enjeux de santé. Et donc, pouvoir discuter de façon explicite de l'impact d'un certain nombre d'enjeux économiques autour de la pollution atmosphérique, autour des enjeux agroalimentaires, par exemple, est un enjeu très important. Il ne suffit pas de demander aux individus d'acquérir de bons comportements si l'environnement qui les entoure ne favorise pas ces comportements sains. Et puis, un dernier enjeu, c'est la gouvernance de la promotion de la prévention. On voit bien qu'il y a de très nombreux acteurs qui s'impliquent sur la prévention et promotion de la santé, de très nombreux financeurs, les collectivités territoriales qui ont un rôle très important à jouer, l'État ou d'autres autorités publiques qui peuvent également intervenir. Cette diversité d'acteurs nécessite une gouvernance et une articulation. Et ça, c'est vraiment un enjeu important qui est au niveau national, mais qui se retrouve au niveau territorial, par exemple au niveau d'un département ou au niveau d'un bassin de vie, dans une métropole ou en infradépartemental en tout cas. Ce serait peut-être d'intégrer vraiment la PPS dans les enseignements et dans tous les enseignements scolaires et à partir de la petite enfance jusqu'à la terminale et même après à l'université. Les principaux défis, c'est la solidarité. C'est-à-dire qu'on est un pays où on a poussé en avant quelque chose qu'on a appelé à tort l'individualisme, qui est quelque chose de très bien. Il faut se faire respecter, il faut faire respecter son individualité, sa singularité, mais si l'autre n'est pas là, s'il n'y a pas d'altruisme, c'est fichu. On retombe dans un égoïsme, et malheureusement on sait que l'égoïsme sert tout pouvoir, même des pouvoirs qui sont très toxiques, puisque le terme exact c'est diviser pour mieux régner. Donc voilà, le principal défi, c'est de mettre des gens ensemble, ce qui est pas nouveau pour nous, mais ce qui est nouveau pour certains qui se fait encore pas. Par exemple, dans l'addiction, viennent aux réunions mensuelles, aussi bien on peut rencontrer des jeunes filles, puis le quart du temps c'est des jeunes dames anorexiques, des gens qui ont 40 ans, qui sont alcooliques, d'autres qui seront fumeurs, d'autres qui seront héroïnomanes, et tout ce monde sera là ensemble pour parler de leur mal-être. Ce qui fait qu'on avance ensemble, on n'avance pas séparément. Voilà le défi. Le défi, c'est de construire en étant ensemble quelque chose qui tienne la route.
Alors les défis à relever, moi je considère que la PPS est un axe central de l'éducation pour la santé. Que dans l'avenir, elle doit continuer à s'adresser aux différentes populations, mais prioritairement aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes qui constituent le vivier des passeurs d'informations. Elle doit rappeler les bonnes pratiques aux adultes, mais surtout elle doit s'adresser à cette tranche que j'appelle plutôt jeune et active. Que l'on puisse avoir une politique de prévention planifiée, non pas en sens d'une convention triennale qui s'engagerait, ce qui est déjà le cas de la part des financeurs, mais davantage d'un point de vue politique et philosophique, c'est-à-dire que la prévention fasse partie d'une programmation au long cours et que l'universalisme proportionné, que les logiques de planification au long cours sortent les acteurs de la logique d'appel à projet, sortent les acteurs de promotion de la santé de la logique concurrentielle au profit d'une planification au long cours, à long terme, et qui permettent réellement d'adapter les programmes, d'adapter les actions et surtout de maintenir la montée en compétence des acteurs et des acteurs de terrain surtout. Il faut toujours être en lien avec la société dans laquelle on vit. Parce que là aussi, notre société actuelle, elle est permissive, mais elle ne donne pas toujours tous les codes pour y accéder. Donc je crois que les associations ont besoin de continuer à vivre, de se coordonner. C'était quand même le rôle aussi de la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé. Aujourd'hui, on a des outils, on a des moyens, mais comment les appréhender et faire en sorte que chacun, là où il est, dans la situation où il se trouve, dans les difficultés où il se trouve, ils peuvent se sembler interpellés par une des thématiques qui pourrait lui redonner peut-être un bien-être dans sa vie. Veiller à ce que ces vulnérabilités soient moins lourdes pour lui. En tant que représentant de l'Université de Tours à la FRAPS, la FRAPS elle a une expertise sur la promotion de la santé, sur l'éducation pour la santé, sur l'éducation thérapeutique et surtout sur leur mise en œuvre au quotidien auprès des populations et des personnes concernées, qu'elles soient personnes en situation de handicap ou personnes malades, pour ce qui est de l'éducation thérapeutique du patient. Et donc cette expertise et cette habitude d'intervention, nous ne l'avons pas forcément au sein de l'université. C'est du coup des atouts très importants pour professionnaliser les futurs professionnels de santé sur la prévention et la promotion de la santé. Et puis c'est également des atouts importants pour développer de la recherche auprès des populations concernées en prévention et en promotion de la santé, avec une dimension certainement de recherche participative ou recherche citoyenne. Bien, la FRAPS, de toute façon, a toujours été un soutien, ne serait-ce que pour diffuser les informations, ne serait-ce que pour pouvoir trouver des outils, pouvoir après les exploiter. Il y a énormément de possibilités. Aider à constituer des dossiers, à accompagner, sont vraiment les missions essentielles de la FRAPS. Alors la FRAPS nous soutient déjà, puisqu'il n'y a pas si longtemps, on a eu notre ami Gildas qui est venu à l'inauguration de notre local à Saint-Amand, ça nous a fait vraiment plaisir. Financièrement ou matériellement sur des actions ponctuelles, je les remercie, et puis ils sont toujours à l'écoute, et on a envoyé bon nombre de nos militants au stage de la FRAPS pour les sortir de nos stages à nous et leur faire prendre conscience qu'il existe autre chose. Et notamment, il y en a qui ont fait les stages sur le repère de la crise suicidaire, sur l'évaluation, sur l'éducation thérapeutique. Et on était très 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 contents. Moi-même, j'ai fait des stages sur l'évaluation en santé publique et ça m'a énormément plu puisque j'ai appris à parler des vocabulaires que je ne connaissais pas. Comme dans tout, dans la santé, il y a un vocabulaire spécifique, effectivement. Je fais comme le bourgeois gentilhomme. Je parlais le même vocabulaire, mais j'employais pas forcément les mêmes mots au même endroit. Donc maintenant, je parle le même langage que tout et chacun dans la santé. Mais la FRAPS, elle doit travailler et agir sur et avec ses adhérents, chacun dans leur domaine, pour impulser, aider, favoriser la transmission des informations, donner l'envie de la création d'outils et bien évidemment fédérer en favorisant la proximité en fonction de la configuration des territoires. Ça, c'est très très important de tenir compte de la configuration des territoires. La FRAPS nous aide et peut nous aider et va nous aider en continuant à porter un plaidoyer de la promotion de la santé sous l'angle de l'éthique, sous l'angle de comment la promotion de la santé devient un élément à part entière dont s'accapare l'ensemble des élus
l'ensemble des employeurs. Comment sur l'ensemble des territoires on s'accapare la promotion de la santé d'un point de vue éthique au sens inégalité sociale et territoriale en santé, au sens il ne faut plus de zone blanche. La FRAPS doit pouvoir nous aider en portant un plaidoyer qui dit que quoi qu'il arrive, l'investissement qui est fait aujourd'hui en prévention est bien inférieur aux gains que cela va donner à moyen terme. C'est-à-dire qu'on doit maintenir l'idée que c'est l'affaire de tous, mais il faut que ça reste le métier de certains pour conserver la technicité. Mais compte tenu de son rôle de coordinateur, il faut qu'elle fédère autour de la table tous ceux qui, à un titre ou un autre, peuvent être interpellés. Donc la FRAP, elle a un rôle de coordination. J'ai aussi toujours adhéré à la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé parce que je crois beaucoup, si vous voulez, à la prévention. On ne s'improvise pas, on peut avoir de la bienveillance, aller dans l'accompagnement, il faut le faire d'une certaine manière. C'est l'autre qu'il faut entendre, c'est son vécu expérientiel et c'est avec cela qu'il faut travailler.